Jourdan, donc professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris, Université Diderot à Paris. Et donc, bon, moi que j'ai rencontré au travers d'une thèse intitulée en 73. Je crois que c'était une des premières thèses sur le sujet, donc consacrée aux problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique. Et depuis, une thèse qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, en 2009, qui a été republiée en 2009, donc qu'on peut aujourd'hui trouver. Pas republiée, publiée. Ah, publiée, qui n'avait jamais été publiée. Et qui reste une réflexion de référence. Et c'est comme ça, en tout cas, que beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions... enfin, voilà, c'est un ouvrage incontournable. Bon, alors depuis, tu as fait plein d'autres choses. Et alors, je me disais justement que ça serait peut-être intéressant, parce que tu as fait du parcours, tu as continué à travailler sur cette question, la vulgarisation, théorie, et puis problème théorique et aussi pratique. Alors justement, confronter un peu ce que tu as pu entendre éventuellement de ce que tu as pu voir ce matin, parce que tu as très gentiment proposé de participer, enfin aussi de regarder ce qui s'est fait toute la matinée, et d'apporter donc ton regard. Alors j'avais intitulé, on avait avec ton accord, les ambiguïtés, donc il faut quand même que tu reviennes sur ce terme, éventuellement, je ne sais pas, mais peut-être en fin d'intervention sur pourquoi les ambiguïtés de la vulgarisation scientifique. Mais en tout cas, voilà, le timing, c'est le même que pour Lionel, hein. Une demi-heure, on peut parler librement, et voilà. Puis je t'interromprai éventuellement si il y a un truc que tu dis, je réagirai. Oui. Merci à toi. Bonne idée, bonne idée. Si j'oublie des trucs ou quoi, Eric. Alors oui, en fait, Lionel a tout dit, hein. Donc moi, je ne peux que reprendre avec des termes un tout petit peu différents un certain nombre des propos et en tout cas l'approche globale de la vulgarisation qu'il préconise à travers l'expérimentarium est quelque chose qui comble mes attentes qui sont pourtant très anciennes. Alors je vais juste rappeler un tout petit peu la manière dont j'ai pu poser le problème de la vulgarisation scientifique et la façon pourquoi je dis que le travail qui est fait à l'expérimentarium correspond effectivement à des idées que je n'avais pas à ce moment-là, mais correspond bien à la dimension théorique de ma réflexion sur la vulgarisation scientifique. La première chose, à mon avis, qu'il faut bien comprendre, et même si aujourd'hui on a un peu plus de mal à le comprendre, c'est que les origines de la vulgarisation scientifique, à mon avis, sont lointaines et contemporaines avec la naissance des sciences. Quand je dis contemporaine, je veux juste dire un mot. C'est pas pour rien que Galilée représente la renaissance symbolique des sciences. Et à mon avis, si Galilée représente cette renaissance de la science moderne, cette naissance de la science moderne, c'est parce qu'effectivement, Galilée, au fond, a écrit, je dirais presque, c'est un auteur, Galilée. C'est pas seulement... la communauté scientifique était quand même relativement restreinte. Il avait quelques correspondants, hein, mais des correspondants, d'ailleurs, les rapports de Galilée avec les chercheurs, avec Kepler, par exemple, quand Galilée annonce qu'il a trouvé les satellites de Jupiter à Kepler, il le fait d'une manière tellement cryptée que Kepler lui répond « J'ai rien compris de ce que tu me disais. Il faudrait que tu t'expliques un peu mieux parce que je ne comprends pas, je n'arrive pas à décoder les anagrammes latins avec lesquels tu m'as fait part de cette découverte. » Donc je dis ça parce que en liaison avec la position du chercheur, le chercheur il fait partie d'une collectivité et je crois que ça a une importance extraordinaire pour les chercheurs, le fait de faire partie d'un collectif. Hein. Certains d'entre vous connaissent le livre de Fleck qui a précédé Kuhn et un certain nombre de développements ultérieurs. Cette idée d'un collectif de pensée, d'une communauté, et d'une communauté
qui a un certain nombre de caractéristiques. C'est que les gens à l'intérieur de cette communauté se comprennent parfaitement bien. Et quand je dis parfaitement bien, je dis à l'intérieur d'une même spécialité ou bien de la sous-spécialité d'une spécialité, il y a une espèce de compréhension parfaite qui est directement liée à des habitudes de langage, la connaissance implicite de la pratique, toute une série de faits qui permettent effectivement aux chercheurs, au fond, d'être à l'aise, d'être dans le bain, hein, et souvent de rester dans le bain. D'ailleurs, c'est Stella Baruch qui disait un mathématicien, dès qu'il ne fait plus de mathématiques, eh ben, c'est fini. Il y a quelque chose qui est rompu. Il faut continuer à faire des mathématiques si on veut rester mathématicien et continuer à faire des mathématiques dans un rapport avec la communauté. Et je dis ça parce que la vulgarisation devient quelque chose de difficile pour le chercheur. Et non seulement, je crois que c'est difficile parce que d'une certaine manière, on lui demande d'abandonner, d'émigrer d'une certaine manière, de ne plus faire référence à sa communauté et de voir les choses autrement. C'est-à-dire il s'adresse à un public, à des gens dont ce n'est pas l'affaire, au sens strict du terme, et il y a quelque chose, il y a une espèce de saut, hein, Lionel le disait tout à l'heure, ou toi tu le disais, je ne sais plus si c'était toi, mais la crainte que les chercheurs peuvent avoir quand ils ont écrit un article de vulgarisation et qu'ils se disent « Ouh là là, qu'est-ce que celui-là va dire et tel autre dans la communauté, c'est sûr qu'il va me fusiller la prochaine fois que je le verrai, etc. » Il y a cette espèce de crainte du fait que la vulgarisation vous fait sortir du petit cercle bien chaud quand même, du petit nid bien chaud de cette communauté des chercheurs qui fonctionne très bien et s'habitue aux choses. Je dis ça en référence à Galilée parce que je crois que Galilée n'était pas encore inséré dans une communauté avec tous les effets de la communauté telle que nous les connaissons. Et Galilée, comme vous le savez, il a écrit pas seulement pour les collègues, mais pour les gentilshommes, pour son mécène, pour certains d'entre vous connaissent le livre je ne me rappelle plus l'auteur de Galilée courtisan. Hein, Galilée était quelqu'un de très ouvert à une multitude de genres de gens, et quand il écrit les dialogues, il les écrit, il est auteur, et il est un peu seul. Et je suis absolument persuadé qu'il inscrit, et je crois que c'est pour ça qu'il symbolise véritablement la modernité de la science, il inscrit à l'intérieur du fonctionnement des sciences un besoin, et je dirais un besoin de réflexivité, c'est-à-dire le besoin d'une compréhension, mais d'une compréhension qui ne fait pas table rase du sens commun, qui, bien au contraire, est obligé souvent de se heurter à ce sens commun, mais en le prenant en considération. Et en le prenant en considération sérieusement. Hein, les trois personnages de Galilée, Simplicio, Salviati et Sagredo, représentent bien cette diversité, mais une diversité à laquelle Galilée s'est montré incroyablement attentif. Il se trouve que Galilée n'a pas eu une postérité fantastique en ce qui concerne les talents littéraires que les scientifiques vont montrer par la suite, bien qu'il y en ait quelques-uns qui se soient montrés effectivement très élégants dans leur façon d'écrire la science. Mais en même temps, souvenez-vous de Buffon, hein, à qui on reprochait d'écrire trop bien. Hein, c'est trop beau pour être vraiment honnête et pour être vraiment scientifique. Le style est trop élégant
pour que ce soit de la bonne science. Et ce reproche a continué à être formulé contre Buffon pendant très longtemps. Alors, simplement, ce qui me semble important là-dedans, c'est cette idée que Galilée inscrit un besoin de réflexivité dans le fonctionnement de l'écriture scientifique, et que ce besoin de réflexivité, il a été, à mon avis, relayé à partir de la fin du XVIIe siècle par la vulgarisation. Et que c'est, qu'au fond, c'est la vulgarisation qui va assurer cette nécessité pour le discours scientifique d'être réflexif. Et qu'est-ce que ça veut dire être réflexif ? C'est-à-dire, ça veut simplement dire que on doit passer par un autre. On doit revenir sur ce qu'on fait à travers une autre perception, à travers un autre regard, à travers une autre écoute, à travers une autre formulation des choses. Et je crois que d'une certaine façon, la vulgarisation répond ou devrait répondre à cette exigence plus qu'à autre chose. Alors, petit fait anecdotique, d'ailleurs, la vulgarisation scientifique, ne l'oublions jamais, elle est née de l'offre. C'est-à-dire, elle n'est pas née, historiquement parlant, d'une demande du public, elle est née du fait que ce sont les scientifiques qui se sont mis à écrire d'une certaine façon et à écrire pour d'autres publics. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est bien au nom d'un ressenti à l'intérieur même du fonctionnement des sciences que l'exigence à la fois de réflexivité et de vulgarisation s'est fait véritablement sentir. Alors, il se fait sentir d'une manière, à mon avis, d'autant plus forte que les sciences, finalement, jusqu'à aujourd'hui, les sciences ont adopté, pour que les collègues se communiquent les uns aux autres, ont adopté l'écriture. C'est-à-dire que la science est fondamentalement, je dirais, écrite. Bon. Même si, en amont, les choses sont peu écrites, encore qu'on nous a montré un cahier de laboratoire et qu'on voit mal comment un scientifique pourrait fonctionner sans son cahier de laboratoire. Donc l'écriture a une importance, à mon avis, énorme. Et c'est grâce à l'écriture, à mon avis, que les communautés se resserrent les unes les autres, c'est-à-dire c'est par le biais de cette communication de plus en plus spécialisée qu'effectivement les communautés se soudent en quelque sorte et n'ont plus forcément la possibilité de passer par quelque chose d'autre pour voir ce qu'ils font, par un autre regard, par d'autres oreilles, par d'autres bouches, pour voir ce qu'ils font eux-mêmes. C'est là où, personnellement en tout cas, et je l'ai toujours cru, et je continue à le dire, c'est là où je crois que la parole a quelque chose d'absolument fondamental en matière de vulgarisation. Parce que, au nom d'une conviction intime d'abord, je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que ça risque de m'entraîner dans des chemins un peu compliqués, mais parce que je crois que la parole humaine est fondamentalement réflexive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dispositifs particuliers pour que la parole en elle-même soit réflexive. Et j'ai proposé à un moment donné la thèse selon laquelle la vulgarisation correspondait à une, à une volonté d'oraliser le scientifique, d'oraliser les domaines spécialisés. Les oraliser, c'est-à-dire les faire passer dans la parole. Et
quand je parle de parole, je parle de la parole commune, de la parole des enfants, de la parole de tout un chacun, de la parole ordinaire. Et les sciences ont échappé, en quelque sorte, à la parole ordinaire. Elles se sont spécialisées de telle sorte qu'elles sont devenues de plus en plus ésotériques. Et je crois que la nécessité, et c'est ce que l'expérience de Lionel nous montre, à mon avis, avec évidence, la nécessité de parler la science que l'on fait. J'ai adoré quand Lionel, en tentant de recruter des chercheurs, moi ça m'a fait penser à mon premier souvenir d'anthropologue des sciences, hein, où je suis. Alors, l'anthropologue des sciences, c'est celui qui va observer la science en train de se faire. Et je me pointe dans les labos. Alors, je me pointe dans un labo de chimie des surfaces à Strasbourg un jour. Je toque à la porte de manière un peu timide, parce que l'anthropologue n'est jamais très assuré de l'accueil qu'il va recevoir. Et je vois un chercheur en train d'écrire. Bon. Alors je lui pose la question que Lionel posait. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de faire? Alors, il lève la tête, il me regarde, puis il bouge. Non. Je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Il savait bien entendu que moi-même, je n'étais pas chimiste des surfaces, hein, et que j'étais un anthropologue des sciences, et que donc il ne pouvait compter sur rien, sur aucune connaissance, pour tenter de me capturer dans ce qu'il faisait avec passion. Il fallait le voir. Hein, à son collègue, je ne sais pas. Non, c'est bien possible d'ailleurs qu'il n'ait pas pu l'expliquer à son collègue non plus, parce que c'était un chercheur un peu spécial. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce de découragement. Hein, le chercheur est en train de faire quelque chose dont il sait que très peu de gens peuvent véritablement comprendre la pertinence des signes qu'il est en train de tracer sur la page. Et quand quelqu'un vient et tout à coup lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?», on sent très bien qu'il est en face. D'abord, ça lui fait un petit choc. Et puis, je suis sûr qu'il doit se demander, après mon départ, mais qu'est-ce que je fais exactement? Parce que le fait de ne pas pouvoir le dire, à mon avis, montre une limite incroyable de la science spécialisée que nous connaissons. Le fait de ne pas pouvoir remonter, petit à petit, les étapes qui m'auraient permis, à un moment donné, de comprendre effectivement les graphiques qu'il est en train de faire, les formules qu'il est en train d'écrire, avec énormément de passion. Autrement dit, moi, si vous voulez, alors que la science est principalement écrite, pour moi, la vulgarisation, l'idéal de la vulgarisation, c'est effectivement l'idée de parler la science qui se fait. Et que bien sûr que le saut qu'il peut y avoir entre l'écriture et la parole est énorme. Mais en même temps, comme en témoigne ce chercheur qui t'a envoyé ce SMS, cette chercheuse qui t'a envoyé ce SMS, et beaucoup d'autres chercheurs, la vulgarisation a un effet, hein, la réflexivité exigée par l'opération de vulgarisation elle-même a un effet retour sur le chercheur qui est incroyablement positif. C'est-à-dire que ça lui permet de conceptualiser de manière plus claire, de clarifier. Ça lui permet, là je reprends, si vous voulez,
une anecdote que j'ai souvent commentée. C'est l'anecdote concernant, certains d'entre vous connaissent Michel Crozon. Michel Crozon était un grand vulgarisateur de la physique des hautes énergies, un homme absolument adorable, qu'on avait invité un jour à une conférence et dont le titre était « Pourquoi vulgariser ?» Et Michel Crozon était le premier à être intervenu, et il avait commencé sa conférence en disant « Je vulgarise pour mieux comprendre ce que je fais ». C'est fondamental. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où effectivement on est obligé de passer, même si c'est par l'imagination, de passer par l'ignorance supposée de l'autre, qu'effectivement on ne peut plus avoir le même langage qu'avec ses collègues, qu'effectivement on est obligé d'abandonner un certain nombre de codes et qu'on est obligé de donner du sens aux choses très spécialisées qu'on essaye d'élaborer et de mettre au point. Alors, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire parler la science, c'est rendre possible son intégration culturelle. Je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas que les formes habituelles de la vulgarisation, et même encore que la vulgarisation par l'écrit, on pourrait dire, j'ai fait tout un travail là-dessus, que il y a énormément, tout le 19e siècle est rempli d'une littérature de vulgarisation, mais c'est une littérature de vulgarisation qui est très spéciale, parce que il y a, à part Daniel Rechvarg et un certain nombre d'autres, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent aujourd'hui la vulgarisation de l'astronomie par Camille Flammarion ou bien les livres de Raspail et ce genre d'auteurs. Autrement dit... Daniel Rechvarg, oui, qui est au fond de la salle, qui est directeur du CIMO, c'est qui est l'auteur d'une histoire de la vulgarisation scientifique. C'est pour ça que tu évoques le nom de Daniel Rechvarg. Alors, mais je ne conteste pas le droit aux historiens des sciences et aux historiens de la vulgarisation, bien entendu, d'être passionnés par la lecture de Raspail. Mais c'est rare qu'on conseille à des gens qui vous demandent aujourd'hui... par exemple, un livre sur l'astronomie, de lui dire tu prends Camille Flammarion et tu verras, ça va être très bien. Plus personne ne donnerait ce conseil. Autrement dit, c'est une drôle de littérature parce que c'est une littérature qui ne dure pas. C'est une littérature qui n'a pas la pérennité, par exemple, qu'a pu obtenir Shakespeare, Molière, tous ces gens qui ont fait de la vraie littérature, c'est-à-dire une littérature qui dure. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est cette idée que c'est de l'écrit, mais c'est de l'écrit oralisé. Et pour moi, la bonne vulgarisation, je dirais, c'est la vulgarisation qui fait parler, qui fait rêver. Il y a des tas de gens, là je dirais Caro et un certain nombre de théoriciens ont effectivement un peu systématisé cette idée que la vulgarisation est là pour faire rêver. Moi je dirais, elle n'est pas là que pour faire rêver, elle est là aussi pour faire parler et faire en sorte que cette parole circule dans le corps social. Et à mon avis, c'est la seule possibilité pour la science, effectivement, d'intégrer le monde de la culture générale. Alors, je pense que cette idée d'intégration de la science dans la culture qui passerait effectivement par la parole plutôt que par le spectacle, plutôt que par même des écritures, ça dépend comment les écritures sont faites, mais des écritures didactiquement très marquées, je ne crois pas qu'au fond, les effets culturels de cette vulgarisation-là peuvent être véritablement conséquents. J'en viens simplement à une chose à laquelle je tiens énormément aussi, c'est que je ne crois absolument pas que
les sciences puissent intégrer le monde de la culture si les chercheurs eux-mêmes ne sont pas eux-mêmes, ne se donnent pas eux-mêmes la possibilité de lui donner cette dimension culturelle en parlant leur savoir. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas capables de parler leur savoir, à mon sens, leur savoir ne peut pas intégrer ces dimensions culturelles. Parce que ce sont les chercheurs, les porteurs, par définition, de la culture scientifique. C'est par eux, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que je dis que les vulgarisateurs font du mauvais travail, etc. Pas du tout. Je crois que les vulgarisateurs participent et sont là pour aider, effectivement, les chercheurs à faire ce geste qui n'est pas facile. Et je reviens sur la notion que j'ai essayé de vous faire passer au début, cette espèce d'abandon que le chercheur est obligé de faire quand il se lance, quand il devient lui-même auteur, comme Galilée l'a été, et qu'il prend un certain nombre de risques. Risque de ne pas être bien compris, risque de devoir passer par des formulations que les collègues réprouveraient totalement, mais qui peuvent s'avérer nécessaires pour que le message, pour que le contenu scientifique puisse faire l'objet d'une circulation et, à mon avis, essentiellement d'une circulation orale. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'école, on ne demande pas, la vulgarisation n'est pas là pour apprendre les sciences aux gens. On apprend les sciences, oui, à l'école, bien sûr, et à l'université, où vous voulez, mais souvent l'aspect didactique sur lequel on a beaucoup insisté pendant un certain nombre d'années, cet aspect didactique, très souvent, nuit à la vulgarisation, plutôt qu'elle ne favorise le passage du savoir à des gens qui ne sont pas concernés au premier chef par les savoirs qui sont en jeu, mais qui veulent, qui peuvent d'ailleurs les faire circuler s'ils en ont les moyens. Donc, si vous voulez, la grande ambiguïté, je reviens sur le titre que m'avait imposé Eric, la grande ambiguïté... C'était négocié, je te rappelle. Oui, la grande ambiguïté que je vois dans la vulgarisation, c'est ça. C'est le fait qu'elle s'impose... il est difficile de la penser autrement que comme une transmission de savoir. Et pourtant... sa vocation essentielle, à mon avis, c'est une vocation culturelle. Et bien entendu, il ne faut pas confondre la culture et le savoir. Ce sont deux choses très différentes. Et dans la culture, elle nous donne des possibilités de faire parler nos différences avec les autres. Et d'une certaine manière, c'est ça qui fait fonctionner la culture. Et je crois que la science peut être un atout fantastique pour, effectivement, faire parler nos différences avec les autres, avec les gens, avec les scientifiques, avec les non-scientifiques, etc. Tout cela sans que cela pose problème. Alors, je crois que j'ai bon temps, non ? Oui. Et 5000, un mot de conclusion ? La conclusion, c'est que j'ai pas vraiment de conclusion. Je vous y laisse réfléchir. La seule chose que je puis dire, c'est que je vais plus intervenir très, très souvent sur le thème de la vulgarisation scientifique, dans la mesure où j'ai été admis à la retraite prochainement, et que donc ce ne sera plus une de mes préoccupations majeures ou l'une des préoccupations majeures de ma carrière. Mais je crois qu'avec des initiatives telles que celles qui ont été mises en place ici, de l'expérimentarium, il y a une espèce d'avenir, allez, je l'ose,
radieux qui s'étend devant la culture scientifique et technique, et je le souhaite. Je le souhaite véritablement, malgré je suis connu pour avoir été l'un des critiques les plus féroces de la vulgarisation scientifique. Eh bien, non. La vulgarisation scientifique, je le répète, a un avenir radieux. C'est ce que je souhaite en tout cas. Merci. Baudouin. Merci à toi. Est-ce que vous voulez peut-être très rapidement, avant qu'on fasse une pause, et puis de proposer à Emmanuela d'animer un débat pendant une petite heure, est-ce que vous voulez, avant qu'on fasse cette petite pause, très rapidement une question courte qui appelle une réponse courte, Baudouin? Et on fait une pause et tu seras là, après, vous serez là tous les deux pour répondre plus longuement au débat. Une question, allez-y. C'est pas une question, c'est pour aller dans le sens de l'isolement des chercheurs que vous évoquiez. C'est vrai qu'il y a un certain confort à rester dans sa communauté, et ça va même encore plus loin parce que maintenant il y a des sous-communautés dans beaucoup de disciplines, les maths par exemple ou la biologie, et c'est terrible parce que les chercheurs ne se parlent plus qu'entre sous-communautés, et si je vais plus loin, même en caricaturant, mais des fois ils peuvent mépriser une autre sous-communauté. Donc on est vraiment dans un domaine qui se restreint de plus en plus, peut-être parce que les choses sont de plus en plus compliquées, mais le besoin d'ouverture, il est même à l'intérieur des scientifiques. Oui, c'est absolument ce que j'ai essayé de dire. C'est une exigence, à mon avis, qui est propre à la science moderne, son ouverture. Aucune autre, la science chinoise n'a pas connu cette exigence-là, ni la science arabe. La modernité de la science, elle est directement liée à la vulgarisation scientifique, d'une certaine manière, et à la nécessité d'assurer au fonctionnement des sciences sa réflexivité, parce qu'elle ne l'est plus au nom de la spécialisation que vous venez d'évoquer. Ça va peut-être amener l'avenir radieux que vous évoquiez. Les scientifiques, entre eux, auront besoin déjà de ça pour continuer à travailler. Oui. Je crois qu'il y a une autre petite... deux interventions, hein, réponse courte. Question courte, réponse courte. Oui, je pense qu'il y aura plein de choses à raconter dans le débat final. Mais moi, ce que j'entends, en fait, que vous n'avez jamais prononcé, et je voudrais savoir si je l'entends bien ou si c'est une interprétation. Moi, je dirais aujourd'hui de quoi on parle et de quoi nous a parlé ce matin l'expérimentarium et de quoi vous nous parlez là. Et c'est qu'on est en train de parler de la vulgarisation de la recherche et plus de la vulgarisation de la science, parce que justement, et ça va dans le sens de monsieur qui dit que les communautés, la complexité, c'est tellement compliqué maintenant que on peut plus expliquer la science. Ce que je fais vraiment dans mon labo, ce que je suis en train de faire, effectivement, seul un petit nombre, et même si je veux le mettre en mots, seul un petit nombre pourra le comprendre. Mais par contre, si je respecte l'autre en tant qu'intelligent, ignorant mais intelligent, et pas ignorant. Ignorant de ce que je fais, mais intelligent. Je m'adresse à la personne intelligente parce que ce qui ne marche pas, c'est quand je dis il est trop bête pour comprendre. Mais par contre, il n'a pas la connaissance pour que je puisse lui expliquer ce que je fais, mais il est intelligent et je crois en son intelligence que je vais adapter mon langage pour lui parler autrement de ce que je fais. Là, ça peut marcher et c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et du coup, c'est plus tellement de la science, contenu, transfert, c'est ce qu'on se disait, mais faite, oui. Voilà, et qui a existé, et qui a été nécessaire et qui a permis de faire avancer la connaissance et la science et la recherche, qu'on appelait science expérimentale à l'époque. Et bien du coup, moi je dirais plus, on est en train de tourner de la vulgarisation scientifique à la vulgarisation de la recherche. Oui, et je dirais oui, et il y a beaucoup de courants qui vont dans ce sens-là, dans la mesure où je fais partie, par exemple, du conseil d'administration de la Fondation Sciences Citoyennes, où là aussi, l'idée, c'est effectivement de passer par la recherche, par les problèmes que les gens ont réellement, pour effectivement définir de nouvelles orientations, etc. Mais formidable, essayer d'étendre l'esprit de la recherche ne peut qu'améliorer
les contacts interhumains. Oui, je voulais savoir Frédéric si Nodon. j'avais bien compris quelque chose. Peut-on dire que l'ignorance supposée de l'autre permet au chercheur d'explorer ou de découvrir les points creux ou les trous noirs de son savoir? Pourquoi pas? Alors est-ce que l'ignorance supposée de l'autre peut être considérée comme un outil exploratoire? En sachant toujours que c'est une ignorance supposée. Mais oui, d'une certaine manière, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est un bémol, mais l'une des choses qui m'a à la fois ravi et en même temps sur lequel il faudrait qu'on discute à propos des expériences de ce matin, c'est que d'une certaine manière, au nom même de la formation extrêmement solide que ces doctorants ont pour parler de leur recherche, moi personnellement, il y a quelque chose qui m'a un peu manqué et qui est au fond de retrouver l'incertitude du chercheur, c'est-à-dire où est-ce que lui au fond voit les problèmes qui le tarabustent encore, hein, où il se dit bon, c'est-à-dire ça me paraissait un peu trop léché d'une certaine façon, trop formaté. Et moi personnellement, j'aime bien quand j'entends un chercheur parler. J'aime bien le voir et l'entendre se dire mais attendez une seconde, c'est-à-dire une hésitation qui montre que tout n'est pas encore complètement réglé et que donc on peut rentrer dans le discours. Alors on a vu avec les enfants que les enfants rentrent dans l'exposé qu'il leur est fait. Mais il rentre au nom des questions du chercheur, essentiellement. C'est-à-dire c'est le chercheur qui pose des questions dont il a absolument la réponse. Quand on pose au chercheur ce qui est arrivé avec l'une des chercheurs, quand on pose une question où le chercheur se dit « Tiens, j'y avais pas pensé hein, les souris mâles et les souris femelles, là, je sais pas, c'était absolument rigolo, ça. Le fait que quelqu'un puisse dire est-ce que vous avez essayé avec un mâle pour les odeurs que les souris dégagent, bon, c'est une question intelligente, c'est une question et bien scientifique d'une certaine manière. C'est même au-delà du réalisme, c'est-à-dire des hésitations. C'est même, quand ça se passe, c'est vraiment des moments très intéressants et on voit la tension quand le chercheur dit là, on n'a pas encore la réponse ou là, je vais voir. J'ai même eu, c'était ici un moment, c'était Stéphanie Bruyère qui disait là, j'ai pas encore trouvé. Et c'était des ados qui disaient bon, allez-y, madame, on revient voir. J'étais pas content parce qu'il avait dit madame, alors que c'est Stéphanie. Enfin bon. Mais c'est vrai que c'est des moments qui sont importants.